qui continuait de commander notre réclusion n'a pas influé sur l'humeur de l'empereur qui, précisément ces jours-ci, a montré plus d'abandon, a été plus causeur que de coutume. Il a parlé longuement et dans les plus grands détails de sa fameuse entrevue terrestre. Voici ce que j'en extrait. Cette entrevue a été l'époque de la plus haute puissance de Napoléon. Il y a paru les rois des rois. Il en était à être obligé de témoigner qu'il fallait qu'on s'occupe de l'empereur d'Autriche, son beau-père. Ce souverain non plus que les rois des Prusse n'avaient pas de maison à leur suite. Alexandre n'en avait pas eu davantage à Tilsit ou à Erfurt. Là, comme à Dresde, on mangeait chez Napoléon. Ce que disait l'empereur était en mesquine et bourgeoise. C'était lui qui en fixait l'étiquette et qui donnait le ton. Il faisait passer François devant lui et celui-ci en était dans le ravisement. Le luxe de Napoléon et sa magnificence de rang le faire paraître un roi d'Asie. Là, comme dit cette hiérarchie d'un diamant dessus qui le fraîcheront. Nous lui apprîmes qu'à Dresde, il n'avait pas eu un soldat français vêtu de lui et que sa queue, parfois, n'avait pas été sans inquiétude sur sa personne. Il avait de la peine à nous croire, mais nous l'assurions que c'était un fait qu'il n'avait eu d'autre garde que les cœurs du corps saxon. C'est égal, nous disait-il alors, j'étais là dans une si bonne famille, avec de si braves gens, que j'étais sans risque. Tous mes amis est à l'heure qu'il, et je suis sûr que le bon roi des Saxes dit chaque jour un pâté à un aveu pour moi. J'ai perdu, jetait-il, les destinées de cette pauvre bonne princesse Auguste, et j'ai eu bientôt. Revenons, dit-il, j'ai reçu de Marienwerder un chevalier de roi de Saxe qui m'a remis une lettre de son maître. Il m'écrivait, je viens de recevoir une lettre de l'empereur d'Autriche qui me demande ma fille en mariage. Je vous envoie cette lettre pour que vous me disiez la réponse que je dois faire. Je serai sous peine de jour à Dresde, fut la réponse de l'empereur, et à son arrivée, il condamna ce mariage et l'empêcha. J'ai eu grandeur, refutait-il. Je craignais que l'empereur François ne m'enleva le roi des Saxes, mais au contraire, c'est la princesse Auguste qui m'a mené l'empereur François, et je ne serai pas ici. Napoléon à Dresde travaillait beaucoup, et Marie-Louise, jalouse de profiter des plus petits loisirs de son époux, sortait à peine pour ne pas les perdre. L'empereur François, qui ne faisait rien et s'ennuyait tous les jours à courir la vie, ne comprenait rien à cette réclusion de ménage et s'imaginait que c'était pour se donner de la tenue et de l'importance. L'impératrice d'Autriche cherchait beaucoup à faire courir Marie-Louise. Elle lui peignait son assiduité comme ridicule. Elle eût volontiers pris des dents des belles-mères avec Marie-Louise, qui n'était pas disposée à le souffrir, leur âge étant à peu près le même. Elle venait souvent le matin à la toilette de Marie-Louise, furtée dans son luxe et sa magnificence. Elle ne sortait jamais les mains vides. Le règne de Marie-Louise a été fort court, disait l'empereur, mais elle a dû bien en jouir. Elle avait la terre à ses pieds. L'un de nous s'est permis de demander si l'impératrice d'Autriche n'était pas l'ennemi juré de Marie-Louise. Pas autrement, disait l'empereur, qu'une bonne petite et du cour. De la
exaltation dans le cœur, mais gazé sous des lettres journalières de 4 pages, pleines de tendresse et de cajolerie. L'impératrice d'Autriche soignait extrêmement Napoléon avait pour lui une coquetterie toute particulière, tant qu'il était présent. Mais sitôt qu'il avait le dos tourné, elle ne s'occupait plus qu'à en détacher Marie-Louise par les insinuations les plus méchantes et les plus malicieuses. Elle était choquée de ne pas réussir à prendre quelque empire sur lui. D'ailleurs, elle a de la tresse et de l'esprit, disait l'empereur, et assez peu embarrassé son mari qui avait acquis la certitude qu'elle en faisait peu de cas. Sa figure était agréable, piquante, avait quelque chose de tout particulier. C'était une jolie petite religieuse. Quant à l'empereur François, on connaît sa souveraineté qui le rend toujours doux et intrigant. Son fils Louis ressemblera le roi de Prusse comme caractère privé est un loyal, bon et honnête homme. Mais dans sa capacité politique, c'est un homme naturellement plié à la nécessité. Avec lui, on les mettrait tant qu'on a la force et que la main élevée. Puis l'empereur de Russie, c'est un homme infiniment supérieur à tout cela. Il a de l'esprit, de la grâce, de l'instruction et facilement séduisant. Mais on dit non défié. Il est sans franchise. C'est un vrai grec de bas empire. Toutefois, n'est-il pas son idéologie réelle ou jouée? Ce ne serait du reste après tout que des teintes de son éducation et de son précepteur. Croirait-on jamais, disait l'empereur, ce que j'ai eu à débattre avec lui. Il me soutenait que l'hérédité était un abus dans la souveraineté, et j'ai dû passer plus d'une heure et user toute mon éloquence et ma logique à lui prouver que cette hérédité était le repos et le bonheur des peuples. Peut-être aussi me mystifie est-il, car il est fin, fausse et droite. Il peut aller loin. Si je meurs ici, ce sera mon véritable héritier en Europe. Mossoul pouvait l'arrêter avec son déluge de tartares. La crise est grande et permanente pour le continent européen, surtout pour Constantinople. Il a fort désiré de moi. J'ai été fort cajolé à ce sujet, mais j'ai constamment fait la sourde oreille. Cet empire, quelques temps après, qui parcourt, devait demeurer notre point de séparation à toutes deux. C'était la marée qui m'empêchait de tourner ma droite. Pour la Grèce, c'est autre chose. Et après cette arrêté sur ce pays, il repria la Grèce. Attendre un libérateur, ce serait une belle couronne de gloire. Il inscrira son nom à jamais avec ceux d'Homère, Platon et Épaminondas. Je n'en ai peut-être pas été loin. Quand, dans ma campagne d'Italie, j'arrivais sur le bord de l'Adriatique, j'écrivis au directoire que j'avais sous mes yeux les royaumes d'Alexandre. Plus tard, j'ai lié des relations avec Ali Pacha et quand on nous a saisi Corfou, on aura dû y trouver des munitions et un équipement complet pour une armée de 40 ou 50 000 hommes. Je vais faire lever les cartes de la Macédoine, de la Serbie, de l'Albanie. La Grèce, la Péloponnèse du moins, doit être le lot de la puissance européenne qui possédera l'Égypte. Ce devait être le nôtre. Et puis au nord, un royaume indépendant, Constantinople, avec ses provinces, peut suivre comme des barrages
à la puissance russe, ainsi qu'on a prétendu le faire à l'égard de la France, en créant les royaumes de la Belgique. Dans une autre de ces soirées, l'empereur déclamait contre le meurtre des femmes. Car rien, disait-il, n'annonçait plus chez elles les rangs, la bonne éducation, les bons tons, comme l'égalité de leur caractère et le constant désir de plaire. Il ajoutait qu'elles étaient tenues à se montrer toujours maîtresses d'elles-mêmes, à être toujours en scène. Ces deux femmes, observait-il, avaient toujours été ainsi. Elles étaient sûrement bien différentes dans leur qualité et leur disposition. Toutefois, elles s'étaient ressemblées tout à fait sur ce point. Jamais il n'avait été témoin de la mauvaise humeur de l'une ou de l'autre. Toutes deux avaient été constamment occupées à lui plaire. Quelqu'un osait lui observer pourtant que Marie-Louise s'était vantée que toutes les fois qu'elle roulait quelque chose si difficile que ce fût, elle n'avait quoi pleurer. L'empereur Oléry, c'était pour lui, disait-il, une découverte. Il aurait pu les soupçonner de Joséphine, mais il ne savait pas de Marie-Louise. J'ai pris cette raison à Mesdames Bertrand et Montalon. Vous voilà bien, mesdames, leur dit-il. Sur certaines choses, vous êtes toutes les mêmes. Il a continué longtemps sur les deux impératrices et a répété suivant sa coutume que l'une était l'innocence et l'autre la grâce. Il est passé de là à ses sœurs et surtout s'est arrêté longtemps sur les traits de la princesse Pauline. Il a été convenu que c'était son contredit, la plus jolie femme de Paris. L'empereur disait que les artistes s'accordaient à en faire une véritable Vénus de Médicis. Et comme on achevait de détailler ses traits avec beaucoup d'élégance et de grâce, il a demandé tout à coup si une princesse du jeu. On s'est permis de plaisanter sur l'empire que la princesse Pauline avait pris à l'île d'Elba sur les générales Drouot, dont elle accueillait la cure assidue, en dépit de la défense de ses années et de la sévérité de son visage. La princesse, 17 ans, lui avait arraché le secret du départ 8 jours d'avance. Il avait renouvelé la faute de reine et à cela l'empereur disait « Voilà bien les femmes et leur pouvoir dangereux ». Sur quoi Madame Bertrand s'est récriée que le grand maréchal n'en avait sûrement pas fait autant. Madame, lui a répliqué vivement l'empereur avec un sourire. Il n'était que votre mari. Quelqu'un annonce tout de suite que la princesse Pauline, étant à Nice, avait organisé un fourgon en poste qui arrivait chaque jour de Paris chargé de modes et d'ajustements. L'empereur disait « Si je l'avais su, cela n'eût pas continué longtemps. Elle eût été grande d'importance. Mais voilà ce qui arrive quand on est empereur et ne sait jamais ces choses-là. » À la suite de ces conversations, l'empereur demanda quelle était la date du mois. C'était le 11 mars. Ah bien, dit-il, il y a un an. Aujourd'hui, c'était un beau jour. J'étais à Lyon, j'ai passé des revues, j'ai vu la mère à dîner, qui, par parenthèse, s'est vanté depuis que c'était le plus mauvais dîner qu'il eût fait de sa vie. L'empereur s'animait et marchait à grands pas. J'étais redevenu une grande puissance, continua-t-il. Et il a laissé échapper un soupir qui a relevé aussitôt par ses paroles, dont il serait difficile de tracer l'accent et la chaleur. Je vais fonder le plus bel empire de la terre. Et je lui étais si nécessaire qu'en dépit de toutes les secousses de l'hier, ici, sur mon rocher, je semble demeurer encore comme le maître de la France.
Vous voyez ce qui s'y passe, disaient les journaux. Vous le trouverez à chaque ligne. Comme il a pénétré, on verra ce qu'elle est et ce que j'ai pris. Et alors, j'ai dit que des projets il a développé pour la gloire et le bonheur de la patrie. Il a parlé longtemps avec tant d'intérêt et en tel abandon que nous pouvions oublier les heures, les lieux, les temps. Oh, voici quelque chose. Quelle fatalité, disait-il, que l'on ne s'en soit pas tenu à mon retour à l'île d'Elbe, que chacun n'ait pas vu que j'étais le plus propre et le plus nécessaire à l'équilibre et au repos européen. Mais les rois et les peuples m'ont craint. Ils ont eu tort. Et pouvons le payer chèrement. Je revenais un homme nouveau. Ils n'ont pu le croire. Ils n'ont pu imaginer qu'un homme l'âme assez forte peut changer son caractère ou se plier à des circonstances obligées. Je vais pourtant faire mes preuves et donner quelques gages de ce genre. Qui sait que je ne suis pas un homme à demi-mesure. J'étais été franchement le monarque de la Constitution et de la paix, comme j'avais été celui de la dictature et des grandes entreprises, et raisonnant un peu sur ces craintes des rois et des peuples à mon égard. Quelles pouvaient en être les craintes des rois? Redoutait-on-ils toujours mon ambition, mes conquêtes, ma monarchie universelle, mais ma puissance et mes forces n'étaient plus les mêmes depuis que je n'avais vaincu et conquis que dans ma propre défense. C'est une vérité que le temps développera chaque jour davantage. L'empereur ne cessa jamais de faire la guerre à la France, à ses principes, à moi. Et il nous fallait abattre, sous peine d'être abattu. La coalition exista toujours, publique ou secrète, avouée ou mentie. Elle fut toujours en permanence. C'était aux alliés seuls à nous donner la paix. Pour nous, nous étions fatigués. Les Français, effrayants, se conquéraient de nouveau. Moi-même, me croyant insensible au charme du repos et de la sécurité quand la gloire et le honneur ne le voulons pas autrement. Avec nos deux chambres, on me refusait désormais de passer la reine. Et pourquoi l'eussé-je voulu? Pour ma monarchie universelle. Mais je n'ai jamais fait preuve entière de démence. Oh, ce qui la caractérise surtout, c'est la disproportion entre le vous et les moyens. Si j'étais sur le point d'accomplir cette monarchie universelle, c'est donc calcul, et parce qu'on m'a manié pas à pas. Les derniers efforts pour y parvenir semblaient coûter à peine. Était-il assez déraisonnable de les tenter? Ils auraient dû de l'île d'Elbe une pareille idée, une pensée aussi folle, un résultat aussi impossible. Pouvait-on entrer dans la tête du moins sage des hommes? Les souverains n'avaient donc rien à craindre. À mes armes, redoutait-on-ils que je les inondasse de principes anarchiques? Mais ils ne connaissent pas expérience mes doctrines sur ce point. Ils m'ont vu occuper le territoire. Combien n'ai-je pas été poussé à révolutionner le pays, municipaliser leur vie, soulever le sujet, bien qu'on m'a salué en un homme, des modernes Attila, des Robespierre à cheval. Tous savons mieux dans le fond de leur cœur qu'ils y descendantes. Si je l'avais été,
Je régnerai encore peut-être, mais eux, bien sûrement, et depuis longtemps, ils ne régneront plus. Dans la grande cause dont je me voyais, le chef et l'arbitre du système se présentent à suivre, de faire entendre raison au roi par le peuple ou de conduire à bon port le peuple par le roi. Mais on sait s'il est facile d'arrêter le peuple quand une fois ils sont lancés. Il était plus naturel de compter un peu sur la sagesse et l'intelligence des rois. J'ai disposé toujours assez d'esprit pour de si clairs intérêts. Je m'y suis trompé. Ils n'ont tenu compte de rien et dans leur aveugle passion, ils ont déchaîné contre moi ce que je vais retenir contre eux. Ils verront.